tous et à toutes. On est en direct pour un nouveau webinaire du CNCH. Ce webinaire est consacré à la cardio-onco, en direct sur Facebook, sur Twitter. Aujourd'hui, on va parler cancer du sein. Que doit savoir un cardiologue dans le suivi d'une patiente qui a un cancer du sein? Sachez que vous allez pouvoir poser vos questions dans l'onglet questions-réponses en bas, dans l'onglet également discussion. On va pouvoir échanger après les topos. Ce sera un topo à deux voix. Je vous rappelle simplement le congrès du CNCH qui a lieu le 25 et le 26 novembre à Paris, essentiellement en présentiel. Et puis je vais passer, j'ai l'honneur de modérer avec le docteur Yara Antakli, qui est cardiologue et cardio-oncologue à Saint-Joseph. Je te passe la parole, Yara. Merci Clément, je suis ravie de partager cette modération avec toi. Donc le docteur Clément Charbonnet, lui aussi, cardio-oncologue à Versailles, c'est bien ça. Et j'ai le plaisir de vous présenter nos deux super oratrices qui vous ont concocté un super topo à deux voix. Le docteur Jennifer Cotella, qui est cardiologue, qui est une des pionnières de la cardio-oncologie à l'hôpital Nord de Marseille, qui est responsable de l'unité de cardio-oncologie. Et le docteur Annabelle Jagu, cardiologue et cardio-oncologue, avec qui j'ai la chance de travailler à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et donc, c'est à vous, mesdames. Jennifer, à toi la parole. Merci beaucoup, Yara. Merci, Clément. Bonsoir à tous et bienvenue à ce topo que, effectivement, vous allez voir, on veut très pratique et interactif. Donc, c'est pour cette raison qu'on va vous poser des questions pendant le topo. Je vous engage à m'y répondre sur le chat et puis à poser des questions, bien sûr, si vous en avez. Et on va essayer de vous mettre en condition de consultation. Vous recevez une patiente qui va avoir un cancer du sein et on va suivre cette patiente au cours de son traitement et savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, allons-y, commençons directement. Et juste peut-être pour ceux qui ne seraient pas sensibilisés à la cardio-oncologie, je voulais vous dire quelques mots, bien simplement pour vous convaincre que la cardio-oncologie, ce n'est pas une sous-spécialité qu'on a inventée pour faire joli, mais que c'est très important et qu'il faut effectivement s'y intéresser parce que vous allez avoir des patientes et des patients de cardio-oncologie, quelle que soit votre pratique. Donc la cardio-onco, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle discipline que l'on veut transversale. Oui, on va commencer à parler à des oncologues, des hématologues. C'est pas tous les jours, mais je vous assure, ils sont sympas. Et cette discipline, elle vise à prendre en charge les maladies cardiovasculaires des patients traités pour un cancer. Alors, ça veut dire plusieurs choses, et j'insiste sur ces deux points. C'est les patients qui ont des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires antérieures. Donc, ça, c'est toute une partie de la cardio-onco dont on ne parle pas toujours. Mais ça va être des patients qui, avant, parce qu'ils avaient un problème de cœur, allaient être contre-indiqués pour leur traitement du cancer. Alors qu'en fait, en optimisant leur traitement, leur prise en charge, ces gens-là peuvent bénéficier d'un traitement pour leur cancer optimal. Donc, c'est cette partie de population, mais également, bien sûr, les maladies cardiovasculaires en lien avec le traitement du cancer et donc les toxicités. Mais j'insiste, il y a bien ces deux aspects et donc c'est pour cette raison-là que même si vous n'êtes pas à côté d'un centre de traitement du cancer, vous allez avoir des patients dans votre cohorte de patientèle qui ont des cardiopathies qui malheureusement vont développer un cancer. Donc ça vous concernera. Donc, j'insiste, mais vous allez voir sur ce topo, j'aime bien répéter, c'est la clé de la compréhension. Ce n'est pas une ultra spécialité confidentielle et vous allez forcément rencontrer des patients de cardio-onco à votre consulte. Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais ça concerne surtout l'insuffisance cardiaque. Alors, je vous dirai oui. Regardez, une belle cardiopathie dilatée, les anthracyclines, le trastuzumab, d'autres thérapies ciblées qu'on connaît un petit peu moins. Donc, effectivement, l'échographiste va être concerné. Mais pas seulement, parce que pour cette cardiopathie, on fera une chorodiagnostic. Et puis en plus, il y a d'autres thérapeutiques qui peuvent donner des coronaropathies. La radiothérapie, bien sûr, mais il y a aussi les spasmes sous 5FU, les anti-angiogéniques, l'hormonothérapie, on en reparlera. Donc, à un moment ou à un autre, il peut y avoir coronarographie. Et les rythmologues ne sont pas en reste, puisque maintenant, on a plein de thérapeutiques qui donnent plein de troubles du rythme. Je vous citerai par exemple la fibrillation atriale avec l'ibrutinib, qui est donc une thérapie ciblée orale. Et dans ce cas-là, il ne suffit pas, entre guillemets, d'être rythmologue parce qu'il y a une conduite à tenir bien précise qui diffère de la conduite à tenir habituelle de l'AFA. Et si on ne le sait pas,
eh ben, ça peut amener quelques problèmes. Donc, c'est important d'avoir ces notions-là et de faire de la cardio-onco pour bien prendre en charge vos patients, que vous soyez rythmologue, hémodynamicien ou non invasif, tout le monde est concerné. Et en plus, non seulement à différents moments du traitement, vous allez être sollicité, en pré-thérapeutique, on va le voir, pendant le traitement, mais aussi à distance du traitement. Donc, vous l'avez compris, ça fait une grosse cohorte de patients avec divers problèmes. Et le but de la cardio-oncologie, vous allez le comprendre au cours de ce topo, c'est de transformer le cardiologue qui était un intervenant ponctuel qui donnait une FEVG en un facilitateur du traitement. Notre but n'est plus de contre-indiquer la chimiothérapie, au sens large du terme, mais au contraire de la faciliter. Et ça, c'est vraiment un des messages importants de la cardio-oncologie. Et c'est ce qu'on va essayer de vous transmettre à travers ce topo, de montrer que même quand il y a des complications, eh bien, on peut faire en sorte de poursuivre un traitement qui va très certainement sauver la vie du patient par rapport à son cancer. Donc, je répète, j'aime bien, faire de la cardio-onco deviendra aussi courant et nécessaire que le reste. Et PubMed l'a bien compris, je me suis amusée à faire cette petite courbe. Alors, nous, on a ouvert la cardio-onco en 2015. Hein, vous voyez, il y avait 50 articles sur PubMed, c'était quand même pas beaucoup, quelle que soit la façon dont on l'écrit. Hein. Onco-cardio, cardio-onco, mais bon, on est cardiologue, alors on dit cardio-oncologue. Et en 2020, c'est 595 publications. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais néanmoins, ça grimpe, et c'est en pleine expansion. Est-ce qu'il y a des recos pour vous aider? Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur des guidelines? Alors déjà, avant que je vous montre les différentes, évidemment, il n'y en a pas de haut niveau de preuve parce qu'avec 595 publications en 2020, il n'y a pas encore d'énormes études, mais c'est en train de venir et ça se développe. Donc, je passe très rapidement, mais c'est pour vous montrer la diversité des papiers qu'on a à disposition. Vous avez, ça a commencé en 2012, qui était très précoce, par l'ESMO, c'est la Société européenne d'oncologie qui donnait des guidelines. En 2014, les imageurs ont parlé de cardio-onco. En 2015, c'est la Société américaine pour la pédiatrie. En 2016, et je l'ai mis en gros parce que c'est actuellement pour nous cardiologues le papier qui fait encore foi, c'est un position paper, ce n'est pas vraiment des guidelines de l'ESC. Et 2016, malheureusement, c'était il y a un siècle en oncologie parce que depuis 2016, il y a plein de thérapeutiques qui ont apparu. Mais néanmoins, c'est notre dernier papier. En 2017, la Société américaine d'oncologie pour les survivants du cancer. Et la dernière, on va dire, qui est la plus utile, c'est pas un papier de la cardiologie, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en gros aussi, pour que vous puissiez le photographier et le consulter si vous le souhaitez. C'est la Société européenne d'oncologie qui a donné des recommandations en janvier 2020. Donc, vous voyez, c'est déjà pas très récent. Et il y a ce papier qu'on a essayé de vous proposer avec le groupe de cardio-oncologie de la Société française de cardio, qui est une approche pragmatique avec des arbres à suivre, donc c'est un petit peu plus simple, de tous les papiers dont je viens de vous parler un petit peu avant. Et bien sûr, on attend les recos de la SFC qui seront probablement publiés en 2022. Donc, en attendant cela, vive les webinaires et bienvenue sur ce webinaire de la cardio-onco. J'espère que vous êtes parfaitement convaincus qu'il était nécessaire de se connecter et que vous allez apprendre plein de choses. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. C'était le cancer du sein. Donc, on a choisi ce sujet parce qu'il est d'actualité. Tout d'abord parce que vous le savez, c'est Octobre Rose et que c'est important de se mobiliser pour cette pathologie-là. Et pourquoi? Petit message simplement d'information qui fait un petit peu peur. Moi, quand je lis ça, ça me fait peur, mais c'est important de le savoir. Le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. C'est la première cause de décès par cancer chez la femme. Et malheureusement, c'est une femme sur 8. Donc, c'est énorme. Donc, c'est important pour vous, mesdames, pour vos patientes, parce qu'on en voit beaucoup, de parler du cancer du sein, du dépistage. Donc, le dépistage, c'est à partir de 25 ans, un examen annuel par un professionnel. Donc, même quand on est jeune, il faut aller voir le gynéco. Et à partir de 50 ans, une mammographie tous les 2 ans. Et avec cette petite image que j'aime bien montrer à mes patientes, quand elles ont un doute si c'est normal ou pas, il faut comparer à cette boîte de citron. Et c'est important parce que quand on dépiste, on voit le cancer assez tôt et il y a une très bonne survie, 87% de survie à 5 ans. Plus on dépiste tôt, meilleur est le chiffre. Plus on dépiste tard, plus malheureusement on a recours à des chimiothérapies au sens large du terme. Et ça, regardez, une courbe toute simple, c'est le nombre de chimiothérapies depuis 2010, c'est les données de l'Institut national du cancer, ça augmente de façon exponentielle. Parce qu'on voit les cancers un peu trop tard et parce que malheureusement, il faut parfois être un peu plus agressif.
Donc, quoi qu'il en soit, en pratique, ce sont des patients qui vont recevoir des traitements qui sont potentiellement cardiotoxiques et donc qui vont vous rencontrer à vos consultations de cardio-oncologie. Alors, allons-y, je vous présente Madame S. C'est une patiente âgée de 68 ans, donc à peu près dans la gamme de ce que l'on peut rencontrer dans nos consultations. Antécédent cholestectomie, bon. Et dans ses facteurs de risque cardiovasculaire, c'est une ancienne tabagique, sevrée depuis 5 ans, et qui a une petite, je dirais, hypertension sous monothérapie par Résidrex. Jusque-là, vous me direz, c'est une patiente classique qui finalement, quand on voit en cardio de base, on la voit une fois par an et elle ne nous fait pas trop peur. Cette patiente, malheureusement, grâce au dépistage Octobre Rose, elle fait une autopalpation et elle découvre un nodule à gauche. Donc, elle voit son gynécologue qui, lui, fait une palpation un peu plus importante et vous voyez que ça diffère. Du coup, il y a 2 nodules, un à gauche, un à droite. Tout ça pour vous rappeler l'importance d'être examiné par un professionnel. On lui prescrit donc une écho et une mammo. Pour l'instant, vous voyez, ce n'est pas de la cardio, mais ça me semblait important que vous voyez un petit peu des images et que vous voyez le parcours de la patiente. On fait une première écho à droite, il y a un gros nodule qui est hypoéchogène. Alors nous, souvent, quand on voit ça dans le foie, par exemple, c'est rassurant. Donc là, ACR4, vous allez voir que ça ne l'est pas. Et à la mammo, de l'autre côté, il y a des microcalcifications. ACR4, ACR5, qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour culture générale, ACR5, les microcalcifications, on sait déjà que c'est un cancer. Et ACR4, c'est très suspect. Et donc, on doit pour cela faire une biopsie. C'est des images qui sont un petit peu, qui font mal quand on est une fille, qu'on regarde ça, mais bon, voilà, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut faire des dépistages pour éviter d'arriver trop tard. On fait une biopsie et malheureusement, cette patiente de 68 ans a un cancer du sein bilatéral. Alors, le type le plus fréquent, c'est le carcinome canalaire infiltrant. Ça, peu importe, mais comme ça, vous l'aurez déjà entendu. Grade 3. Et cette dame, elle a, entre guillemets, de la chance parce qu'elle est triple positive. Ça veut dire que sur sa tumeur, il y a des récepteurs aux hormones et des récepteurs HER2. On va vous parler de ces thérapeutiques, mais en gros, ça veut dire qu'on a plein d'armes pour combattre les cellules cancéreuses, bien sûr, sur la tumeur, mais qui se seraient dispersées dans l'organisme. Donc, voici le schéma thérapeutique décidé pour cette patiente. Et ça, c'est des cas très fréquents. Ce n'est pas un cas catastrophique avec un cancer localisé triple positif. Voilà ce qu'on peut proposer. Une chimiothérapie néoadjuvante, ça veut dire avant la chirurgie. Puis, on l'opère. On lui fait une thérapie ciblée à base de trastuzumab. Dans le même temps, on commence les rayons. Et après, on fait une hormonothérapie. Donc, vous voyez, c'est quand même un schéma thérapeutique très lourd et qui, malheureusement, a un prix cardiaque à payer, parce que partout où je vous ai mis les petits éclairs jaunes, c'est qu'il y a une toxicité cardiaque possible. La chimio, on va le voir avec les anthracyclines bien sûr, l'anti-HER2, les rayons parce qu'elle a une tumeur au sein gauche et l'hormonothérapie. Donc vous voyez cette petite patiente de 68 ans qui était juste hypertendue, pas très grave, avec une monothérapie. Elle ne nous fait pas peur, on va dire, d'un point de vue cardiovasculaire, mais son traitement pour son cancer lui donne un risque cardiovasculaire quasiment comme un patient en prévention secondaire. Et donc, il est absolument nécessaire que cette patiente soit orientée vers un cardiologue. Donc, c'est bien là, dans le cancer du sein, et c'est pour ça qu'on a choisi cette pathologie, que la cardio-oncologie trouve tout son sens, parce que ce n'est pas forcément des patientes à risque, mais qui sont exposées, par contre, à un grand risque. Et ce, d'autant plus quand ce sont nos patientes de cardiologie qui ont des antécédents cardiovasculaires. Deux courbes que je vous explique très vite. Une patiente, donc un cancer du sein à un stade précoce, c'est son risque de mortalité, on va dire, qui est essentiellement dominé par le récidive d'un cancer du sein, quand il n'y a pas de pathologie cardiovasculaire préalable, mais avec une pathologie cardiovasculaire préalable et même juste un peu d'hypertension, elle cumule son risque cardiovasculaire. Et vous voyez ici, à 5 ans, le risque de mortalité cardiovasculaire devient supérieur à celui de récidive du cancer du sein. Donc, c'est trop dommage que ces patients soient bien soignés pour leur cancer du sein, mais s'exposent à un risque cardiaque du fait des traitements et de leurs antécédents. Alors, l'oncologue l'a bien compris, et pour le cancer du sein, en général, il y a systématiquement une consultation cardiologique, pas toujours cardio-oncologique, mais cardiologique, en pré-thérapeutique. Alors, vous l'avez compris, cette patiente, elle va recevoir de la chimiothérapie, de l'hormono, des rayons. Donc, on vous l'adresse avec une ordonnance qui dit, voilà, patiente âgée de 68 ans, bilan pré-chimiothérapie.
On n'a pas toujours beaucoup d'informations, il faut l'avouer. C'est souvent ça, on ne sait pas ce qu'elle va recevoir, quel est le cancer, etc. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? C'est une question que je vous pose. Alors, je vais vous engager un petit peu à répondre sur le… Ah ben non, si je donne la réponse sur le chat. Que devriez-vous réaliser lors de votre consultation? Donc, consultation pré-thérapeutique. Est-ce que vous faites un ECG? Est-ce que vous faites juste une ETT avec, vous rendez une FEVG? Est-ce que vous dosez des biomarqueurs et en particulier les peptides natriurétiques ou la troponine? Est-ce que vous prenez la tension? Alors, montrez-moi que vous êtes là. Répondez un peu sur le chat. Dites-moi un peu ce que vous faites. ECG, on me dit oui. D'accord. ECG, ETT. Quoi d'autre? Est-ce que vous faites les biomarqueurs? Est-ce que vous prenez la tension sur une consultation pré-thérapeutique comme ça? Ah, je vois qu'il y a des gens qui connaissent la cardio-onco. Donc, ECG, ETT, strain, 3D, théoriquement BNP, tropo et tension, prise de tension. Eh bien, super, je suis contente parce que je vois que vous connaissez un peu la cardio-onco. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà ce que j'ai sélectionné. On peut tout à fait en discuter. Tout est discutable dans mes réponses. Mais ce qui est important, et ça, c'est moi-même qui m'adresse à moi-même avant, quand j'étais jeune interne, quand on recevait cette ordonnance-là et qu'on se disait « chouette, ça va durer très peu de temps, je vais faire une écho avec une FEVG et je suis débarrassée, je passe au suivant ». Très clairement, vous l'avez compris, c'est une patiente à risque. Il va falloir prendre au contraire un petit peu plus de temps pour faire une évaluation complète. Donc oui, vous avez raison, c'est ECG, ETT, et on va le détailler, une ETT complète, des biomarqueurs. Alors ici, moi, j'ai retenu que la troponine, parce que les peptides natriurétiques, c'est un petit peu moins pronostic, on aura l'occasion d'en discuter. Et il faut prendre la tension, évidemment, parce qu'elle est hypertendue et parce qu'il faut qu'elle ait une tension équilibrée, mais aussi parce que c'est aussi comme ça qu'on va dépister des hypertensions méconnues. Donc, une consultation de cardio-onco, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça prend du temps. Contrairement à ce que je vous disais avant, quand on était interne, on se disait chouette, juste une FEVG. Ben non, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps et encore plus une première fois. Donc, je vous présente ici ce qu'on fait nous dans notre centre, mais c'est finalement assez simplexe et assez extrapolable à tout le monde. On fait une consultation classique avec l'interrogatoire. Il est important de calculer le score de risque cardiovasculaire. Je vous le dis maintenant, et ce sera encore plus vrai à mon sens sur les prochaines recommandations, parce qu'on va essayer de faire du screening de patients à risque, et ça passe par le calcul du score de risque cardiovasculaire. On prend la tension, bien sûr. On fait une écho. Oui, la FEVG. Vous avez raison, le strain, on va en débattre, mais il faut le faire. Le 3D si c'est possible, si on y arrive, et des biomarqueurs. Les biomarqueurs, c'est essentiellement la troponine. On va voir au cours du cas clinique à quel moment c'était intéressant, et on peut parfois prescrire des imageries complémentaires. Et simplement, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Une petite courbe, ça c'est la courbe de la catastrophe, j'appelle ça. C'est comment détecter une cardiotoxicité. Bon, on peut le détecter tout en haut quand on est au décès cardiovasculaire, c'est quand même très dommage. Si on remonte à les 30 ans en arrière, on peut le détecter au stade d'insuffisance cardiaque. C'est les fameuses CMD qui arrivent en OAP, en choc cardiogénique réfractaire. C'est encore très dommage d'en arriver là. Donc, la cardio-onco, elle arrive pour faire quoi? Et pour dépister au stade soit de FEVG asymptomatique, et donc là, évidemment, on va faire une échographie classique, mais faut-elle qu'elle soit systématique? Parce que si la patiente ne se plaint de rien, si on attend ses symptômes, il n'y aura pas de découverte, de diagnostic. Et même si on est encore un petit peu plus précoce, au stade d'altération des déformations longitudinales, c'est le strain. Et au stade encore plus précoce, au stade cellulaire de la nécrose du myocarde, c'est les biomarqueurs, c'est la troponine. Donc, pourquoi faire autant de marqueurs à votre consultation de cardio-onco? Dans une optique de détecter très précocement une cardiotoxicité et d'essayer en tout cas de la prévenir. Je vais vous le répéter plusieurs fois, mais le dogme de la CMD aux anthracyclines, c'est volontiers provocateur, mais n'est-ce pas parce que simplement, on le découvrait au stade de choc cardiogénique très tardif et que si on avait vu un petit peu avant et qu'on avait fait quelque chose avant, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Et donc, dans votre consultation, ce qui est très important quand vous allez vouloir faire de la cardio-onco, c'est de prendre un peu les devants et de faire une conclusion avec une conduite à tenir, petit 1, une adaptation thérapeutique, et ensuite, proposez vous-même un suivi, voire un prochain rendez-vous. Ce que je vais vous dire, c'est que l'oncologue, il a tout un panel de complications à suivre sur une chimiothérapie. Il n'y a pas que le cœur qui souffre malheureusement et c'est impossible pour l'oncologue de savoir quel est le rythme de suivi pour chacun des organes. Donc, c'est au cardio-oncologue de prendre entre guillemets ses responsabilités. Et ce qui est très apprécié, donc ça c'est l'équivalent de notre fiche
mais tout le monde peut faire pareil, c'est de donner une vraie conclusion, pas juste FEVG 54%, parce que l'oncologue, il ne sait plus ce que ça veut dire, mais c'est de dire pas de contre-indication aux anthracyclines et de dire, je revois cette patiente à tel moment, parce que je connais mes schémas de suivi. Bon, si vous ne les connaissez pas, petite parenthèse, vous avez le sigle en haut à droite, gmedico.fr, c'est un site qu'on a essayé de créer, endorsé aussi maintenant par le groupe de cardio-onco de la SFC, où on vous donne plein d'algorithmes pour se rappeler en consultation facilement comment suivre ces patients. Alors, je vous disais, il faut faire une adaptation thérapeutique. Je vous pose une question. Chez cette patiente, je vous dis 68 ans, hypertendue sous Easyrex, elle va recevoir de la chimiothérapie, de la thérapie ciblée. Est-ce que vous faites quelque chose en pré-thérapeutique? Pareil, donnez-moi vos réponses sur le chat. Je vous laisse juste quelques secondes pour me dire, voir un petit peu ce que vous auriez fait. Et en fonction, je vous donne ma réponse. Encore une fois, tout est absolument discutable. C'est vraiment un cas clinique qui se veut ouvert à la discussion. Donc, cette dame, elle est sous Easyrex, elle va recevoir une chimio. Est-ce que vous auriez fait quelque chose de particulier? Est-ce que vous auriez simplement dit « OK pour la chimio » Est-ce que vous changez quelque chose? Eh bien, parfait, je vois que c'est bien. Vous avez les messages de la cardio-onco est déjà passé. On me propose Ramipril. Eh bien, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire que ce qu'on va faire chez cette patiente, on peut le faire, on n'est pas obligé, mais je trouve ça bien de le faire, c'est de switcher sa molécule Easyrex antihypertensive par un IEC. Pourquoi? Eh bien, parce que tant qu'à faire, si drogue antihypertensive il doit y avoir, autant qu'elle soit cardioprotectrice. Parce qu'on l'a dit, cette patiente va être exposée à un risque de cardiotoxicité. Donc, tant qu'à faire, on lui met quelque chose qui la protège. D'autant que diurétique thiazidique, plus vomissement sur la chimio, plus antiémétique, égale risque d'hypocalémie dans stade de pointe. Donc, c'est vrai que de manière générale, en cardio-onco, on n'aime pas trop les diurétiques thiazidiques dans l'hypertension. Donc, si on peut changer, c'est bien. Alors, la cardio-onco, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez une patiente qui n'a pas encore de toxicité, mais qui va être exposée à un risque. Et finalement, pour diminuer son risque de toxicité, vous allez essayer de l'optimiser. Je vous ai mis un petit hashtag cardio-onco, parce que ça, c'est le deuxième dogme qu'il faut faire tomber. Jusqu'à présent, on disait, vous allez avoir un cancer, écoutez, arrêtez le traitement du cholestérol, arrêtez le traitement de la tension, parce que ce n'est pas le problème, on verra ça plus tard. Eh bien, ce n'est pas vrai, parce que si jamais vous sous-optimisez le traitement cardiologique de cette patiente, elle va s'exposer à un plus grand risque de toxicité de son traitement du cancer, et donc peut-être pas arriver au bout de son schéma thérapeutique, et donc peut-être ne pas être soigné de son cancer, et malheureusement en avoir des complications. Donc, c'est important de traiter aussi intensément et d'optimiser aussi intensément une patiente que vous voyez en début de prise en charge pour un cancer qu'un patient coronarien. Et là, alors, je ne l'avais pas mis dans le chat, mais j'aurais pu presque entendre, vous allez me dire « Ah bon, mais bon, il existe un traitement préventif. » Alors, la cardio-onco, c'est fini, on met un traitement préventif à tout le monde et c'est bon, personne n'est malade. Alors, pas tout à fait, évidemment. C'est ce qu'on a cru au départ. Regardez cette étude 2013, petit nombre de patients, 90 patients. On s'est dit, ils vont tous recevoir de fortes doses de chimiothérapie, notamment d'anthracycline. On essaye à tous de leur mettre IEC et bêta-bloquants. En l'occurrence ici, enalapril, carvedilol. Je vous montre juste cette dia de résultats. Le groupe intervention, vous voyez, on a réussi à maintenir en moyenne la FEVG, alors que le groupe contrôle qui n'avait pas d'IEC bêta-bloquant, même si ce n'est pas forcément significatif cliniquement, ils sont passés de 64% à presque 60% de FEVG. Néanmoins, il y a une vraie chute statistiquement significative, peut-être pas cliniquement, mais une vraie chute, et uniquement à 6 mois. Et donc, on arrive à maintenir la FEVG en mettant des bêta-bloquants et des IEC. Donc, on était super contents en 2013. On a vu ça, c'était bien. Et puis, en 2016, encore un espoir, l'étude Prada, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, qui faisait exactement pareil pour des patientes qui allaient recevoir anthracycline, trastuzumab, radiothérapie. On les met sous candesartan et métoprolol et on voit ce qui se passe. Et le résultat de l'étude, ça nous dit quoi? Toujours un petit nombre de patients, vous voyez, 120, c'est quand même pas énorme, hein, mais bon. Candesartan diminue la baisse de la FEVG et les bêta-bloquants, ils diminuent l'augmentation de la troponine. Donc, on était trop contents, encore une fois, en 2016. Et puis après, il y a eu des déceptions, puisque, vous voyez, toutes les études qui s'en suivent, 2017-2019, ne montrent pas d'amélioration du pronostic cardiovasculaire quand on introduit un traitement en préventif. Et quand on a vu tout ça, on était un peu sur notre fin en 2019 et on attendait tous une étude, c'est Prada, donc celle que je viens de vous présenter, qui était positive, qui était donc une première évaluation à 6 mois. Elle s'est poursuivie, cette étude. Il y a des sorties, les résultats en janvier 2021 sur le suivi à 2 ans. Donc, je vous rappelle,
des gens qui reçoivent de fortes doses de chimiothérapie sens large, on les met sous candesartan métoprolol et on voit ce qui se passe. Et bien là, malheureusement, déception, je vous passe ça, c'est qu'il n'y a pas de différence de FEVG au bout du compte, que ce soit sous ARA2 ou sous métoprolol. La première inflexion que vous voyez, c'était la première étude à 6 mois, donc il y avait une différence entre placebo et ARA2, mais qui ne se retrouve pas ensuite et qui ne se retrouve pas avec les bêta-bloquants. Il n'y a pas non plus à 2 ans de différence sur l'élévation de la troponine. Les premiers plots, c'était à 6 mois, les deuxièmes à 2 ans. Donc, vous voyez, c'est tout plat pareil. Mais ça, finalement, peut-être parce que la troponine à 2 ans, c'est déjà un petit peu trop loin. Et simplement, ce qu'on peut dire, c'est que sous ARA2, eh ben, il y a des volumes télédiastoliques à 2 ans qui sont un peu moins importants et que le strain est moins abaissé sous ARA2. Donc, cette étude a été honnête, PRADA 2, et ils ont dit, ARA2 et bêta-bloquant en préventif, ça ne protège pas de la baisse de la FEVG. C'est vrai, mais quand même, on peut dire qu'il y a un petit signal sur les volumes et sur le strain. Et donc, finalement, un traitement préventif, non, pas pour l'instant. Vous n'allez pas mettre toutes ces patientes sous bêta-bloquant ou IEC. Mais bon, soyons malins. Tous nos traitements peuvent être utiles. Ça, c'est un tableau que je vous ai sorti des recommandations de 2020 de la Société européenne d'oncologie. Et en fait, ça réunit toutes les classes thérapeutiques qui ont été étudiées et qui ont, à un moment ou à un autre, trouvé un effet bénéfique pour la prévention de la cardiotoxicité. Et vous voyez, c'est nos traitements, les IEC, les ARA2, les MRA, les statines. Donc, tant qu'à faire, s'il y a un traitement déjà présent, on le garde. Je l'ai mis en bleu et en gras parce qu'on n'arrête pas un traitement parce qu'elle va être fatiguée à cause de la chimiothérapie. Si elle l'est, on le suspendra ou on le diminuera. Mais en attendant, on le garde. Et tant qu'à faire, si elle est sous Esidrex ou sous Amlor, on switch pour un IEC ou un ARA2 qui potentiellement aura un double effet bénéfique chez cette patiente. Voilà, donc c'était la première partie du topo. Maintenant, je vais passer la parole à Annabelle qui va vous continuer à vous emmener dans l'histoire de Madame S parce que c'est la vraie vie. Des fois, malheureusement, c'est pas toujours le même praticien qui revoit la patiente. Et donc là, c'est Annabelle qui voit la patiente et qui va continuer à vous la présenter. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de co-présenter ce diaporama avec Jennifer. Donc cette patiente âgée de 68 ans, elle a une chimiothérapie avec un protocole FEXAN. Alors je commence direct par une question, j'espère que vous allez être là sur le chat. Que veut dire FEXAN? Enfin les 3 lettres FEC. Alors je regarde. Est-ce qu'on a des réponses? Alors, je ne vois pas sur le côté s'il y a des petites réponses. Alors, je vais enchaîner tout de suite en disant que le F, ça correspond au 5-FU. Le 5-FU, c'est un antimétabolique qui est pourvoyeur d'angor, parfois d'infarctus du myocarde. Le E comme épirubicine, c'est une des anthracyclines, donc dysfonction VG, insuffisance cardiaque. Et le C, c'est cyclophosphamide comme endoxan. Nous sommes le 3 novembre, l'interne d'oncologie vous appelle car il ne connaît pas le protocole pour doser la troponine. Alors, 5 propositions. La troponine doit être dosée avant chaque cycle d'épirubicine. Elle doit être dosée après chaque cycle d'épirubicine. Elle peut être faite de 0 à 72 heures en post-injection. Une élévation peut faire introduire une cardioprotection médicamenteuse ou une élévation contre-indique la poursuite des anthracyclines. Alors, je regarde s'il y a des réponses. Yara a répondu. Merci Yara. BCD, bravo Yara. Effectivement, tu as raison. La troponine, elle doit être dosée après chaque cycle. Elle peut être faite de 0 à 72 heures en post-injection et une élévation peut faire introduire une cardioprotection médicamenteuse. On voit bien toute la complexité de faire ça en pratique courante. Déjà, faire émerger la référence d'une troponine chez les oncologues avant de débuter les chimiothérapies, c'est un grand pas. Donc, on peut imaginer qu'à chaque cycle, le chemin est encore long, mais on y travaille. Alors, la troponine, les 10 points clés. C'est donc la troponine IT, peu importe laquelle, c'est surtout que c'est à comparer à la valeur pré-traitement du patient. Chaque patient est son propre témoin. De 0 à 72 heures post-injection, on l'a dit, toujours dans le même labo, toujours dans le même délai.
L'élévation peut être faible, mais ça marque uniquement le risque de cardiotoxicité, ça n'indique pas une coronarographie. Donc cette étude, rapidement pour dire que c'est directement lié au risque d'événements cardiovasculaires. Et donc, ça peut faire introduire une cardioprotection, notamment les IEC. Sa chimiothérapie néoadjuvante se passe bien et elle est opérée d'une mastectomie bilatérale. Débutent alors les injections de trastuzumab. Alors, de la même manière, une question, c'est la même. Quand est-ce que doit être dosée la troponine? Avant chaque injection? Après chaque injection? De 0 à 72 heures en post-injection? Est-ce qu'elle peut faire introduire une cardioprotection? Est-ce qu'elle contre-indique la poursuite du trastuzumab? Alors, je vous écoute, je vais dans QR, questions-réponses. Voilà, du coup, je vous attends. Je vous attends. Ok, très bien. Eh bien, vous avez raison. C'est BCD. La troponine, c'est de la même manière, doit être dosée après chaque injection, de 0 à 72 heures en post-injection, et elle peut faire introduire une cardioprotection médicamenteuse, de la même manière. Alors ça, ça se rapporte au Position Paper de 2016, qui indique que finalement, ces deux éléments sont prédictifs, la troponine et l'altération du strain, et peuvent prédire une dysfonction VG. Donc, ce sont deux outils, comme disait Jennifer, qui peuvent éviter la catastrophe qui mène à l'insuffisance cardiaque avérée et au décès cardiovasculaire. De la même manière, ils insistent sur le fait que la troponine peut être considérée comme étant dosée à chaque cycle chez des patients qui ont un haut risque. Donc c'est quelque chose qui est parfois difficile en pratique, comme je vous le disais. Alors, un mot sur le trastuzumab. Le trastuzumab, c'est un anti-HER2. Quels sont les facteurs de risque de dysfonction VG? C'est des âges extrêmes, âge supérieur à 65 ans, des hauts poids, un BMI supérieur à 30, une dysfonction VG préexistante, une hypertension artérielle. Finalement, c'est ces patients qui ont des facteurs de risque préexistants. Et aussi, c'est des patients qui ont eu déjà des anthracyclines et une radiothérapie. Ce n'est ni plus ni moins que nos patientes atteintes de cancer du sein. Encore une petite question, je vous attends. 18 injections de trastuzumab sont programmées pour le suivi. Alors, pas de réévaluation avant la fin? Si la tropo reste négative, point d'interrogation. Réévaluation avant la fin selon la dose cumulée. Réévaluation tous les 3 mois la première année. Pas de suivi dédié après l'arrêt de la molécule. Et dernière proposition, même si le trastuzumab avait été le seul traitement administré, un suivi au long cours est-il préconisé? Donc ça, c'est tout l'enjeu du plan personnalisé de soins finalement qu'on va donner à la patiente qu'on voit en consultation et qui va gérer son calendrier. Elle a déjà pas mal de consultations oncologiques qui sont prévues, mais il convient d'évaluer le risque cardiovasculaire. Donc, quelles sont ces propositions? Je vais dans l'onglet questions-réponses. Alors, Géraldine, c'est ça, sur cette question, tu dis, pas de réévaluation avant la fin si la tropo reste négative. Alors, je ne sais pas si c'était pour ça là ou pour la précédente, mais en tout cas, une réévaluation tous les 3 mois, la première année, est indispensable pour ces patientes traitées par trastuzumab. C'est important parce que finalement, c'est une toxicité de type 2 qui est réversible avec un effet suspensif quand on arrête le traitement. Donc, c'est important d'avoir un calendrier régulier et de reconvoquer ces patientes. Et même si le trastuzumab avait été le seul traitement administré, un suivi au long cours est préconisé. Parce que c'est des patientes aussi qui sont sous anthracycline. L'anthracycline a une toxicité tardive, retardée, et c'est important de la surveiller de la même manière que les anti-HER2. Une petite diapositive sur cette lettre professionnelle de santé qui dit répète, ni plus ni moins, mais répéter, c'est comme ça qu'on apprend, Jennifer, c'est bien ça. Donc l'évaluation de la fonction cardiaque, ça doit être à l'initiation du traitement et répété tous les 3 mois pendant le traitement par trastuzumab. Deuxième élément, les biomarqueurs cardiaques peuvent, donc la troponine, peuvent être un outil supplémentaire pour prédire le risque de dysfonction VG. Et enfin, la troponine, à chaque cycle, peut être considérée pour être dosée chez ces patients qui sont à haut risque, comme je vous le rappelais, avec l'hypertension artérielle, les hauts poids et la radiothérapie antérieure, par exemple. Donc, encore une fois, suivi cardiologique prolongé après la dernière prise,
tous les 6 mois jusqu'à 24 mois minimum et jusqu'à 5 ans si traitement préalable aux anthracyclines. Et ça tombe bien parce que c'est souvent des patientes finalement qui sont sous hormonothérapie et on va en parler après. Et sous hormonothérapie, c'est en général 5 ans. Donc l'idée, c'est de ne pas les perdre de vue et que couplé à l'analyse et à l'évaluation oncologique, le cardiologue ne soit pas oublié. Et on prend déjà ce rendez-vous-là. On peut se dire que c'est loin 5 ans, mais c'est important. Alors, les deux types de toxicité, vous les connaissez. S'opposent les anciennes molécules aux thérapies ciblées, s'oppose la toxicité de type 1 à la toxicité de type 2. La toxicité de type 1, c'est une nécrose myocitaire. On peut comprendre que c'est une toxicité irréversible avec une dose cumulative qui est directement liée à la dose cumulée d'anthracycline, qui s'oppose aux thérapies ciblées, dont le chef de file trastuzumab, un anti-HER2, qui entraîne une dysfonction myocitaire, donc c'est un effet réversible, suspensif dès qu'on arrête le traitement, d'où l'enjeu des échographies toutes les 3 mois. C'est très important pour ces patientes. Un mot de synthèse de cette partie, une évaluation préthérapeutique sous trastuzumab, elle est indispensable chez ces patientes suivies pour un cancer du sein. L'évaluation cardiologique doit être réalisée tous les 3 mois. On comprend combien c'est difficile en pratique déjà nos patients. On a du mal à aller voir des patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque à cette fréquence. Donc là, tout est l'enjeu de l'organisation de ces consultations. La troponine doit être réalisée à chaque fin de perfusion et surtout pour les patientes à haut risque. Mais finalement, la plupart de nos patientes atteintes de cancer du sang, on l'a vu, c'est vraiment un modèle expérimental de la dysfonction VG avec l'hormonothérapie, les anthracyclines, les thérapies ciblées et la radiothérapie. Et donc, c'est un suivi à faire tous les 6 mois pendant 2 à 5 ans. Et je repasse la parole au docteur Cotella. Alors, je crois, Jennifer, que le micro, il est coupé. Et oui. Merci Annabelle, je te disais, le temps que je partage mon écran, on me demandait sur le chat si patient anécogène, pourquoi pas IRM? Dans un monde idéal, je vous dirais oui, mais malheureusement, la disponibilité de l'IRM tous les 3 mois, c'est plus compliqué. Mais chez des patients très anécogènes, ce que font souvent les oncologues d'ailleurs, c'est des scintigraphies, c'est-à-dire des ventriculographies isotopiques, qui est clairement insuffisant parce qu'il n'y a que le paramètre FEVG, mais qui peut dépanner chez des patients où on ne voit pas très bien et où l'IRM, en termes de dispo tous les 3 mois, c'est compliqué. Mais si vous avez des très bons copains radiologues, ça peut être parfait. Alors, continuons. Cette patiente, bon ben voilà, elle est sous anti-HER2 et trastuzumab. Et donc, vous avez bien fait votre travail. Vous faites une réévaluation systématique et à l'échographie, vous trouvez une FEVG à 49%. Je vous rappelle qu'initialement, elle était à 66%. Donc, ma question, elle est toute simple, juste un mot. Est-ce qu'on peut parler de cardiotoxicité, à votre avis? J'enfonce une porte ouverte. Hein. Oui. Il y a des gens qui ne veulent plus répondre. Comment ça? Eh bien, oui. Donc, on est d'accord. Il y a une cardiotoxicité. Pourquoi? C'était simplement l'occasion pour moi de vous donner, ce week-end, l'occasion de vous donner la définition d'une cardiotoxicité. Eh bien, on parlera de dysfonction VG quand on a une perte de 10% de la FEVG et une FEVG à moins de 50%. C'était important pour moi de vous le rappeler parce que il y a eu beaucoup de définitions données dans beaucoup d'études. Et donc, c'est l'ESC en 2016 qui s'est fixé là-dessus. Et j'insiste, il faut les deux paramètres, moins de 10% et moins de 50%. Parce que, par exemple, si vous voyez votre patiente au cours, je sais pas moi, après qu'elle ait vomi, qu'elle ait de la chimio et qu'elle est un peu vide, avec un VG hyperkinétique qu'elle est à 70%, si le coup d'après, elle est plus qu'à 60%, ce n'est pas forcément une toxicité, on reste dans les valeurs normales. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces deux paramètres. Ils sont restés prudents. Ils nous ont demandé de recontrôler ce chiffre-là à 2-3 semaines. Je l'ai mis en petit et pas en gras parce qu'à mon sens, si d'ores déjà vous voyez ça, il faut commencer à agir et pas forcément attendre encore 3 semaines pour relancer quelque chose. Et ce qui est important de préciser, ça rejoint la question d'avant, c'est que c'est toujours par la même imagerie. Parce que vous le savez, on n'a pas tout à fait les mêmes cut-offs en écho, en IRM, en scintigraphie. Donc, ce serait impropre de comparer un chiffre de FEVG de ventriculo isotopique à un chiffre d'échographie.
Donc ça, malheureusement, ça peut quand même arriver parce que c'est des questions de disponibilité. Mais dans l'absolu, normalement, c'est toujours pas la même imagerie. Et alors là, je vais encore plus loin et c'est encore plus difficile, mais par le même opérateur, parce que vous savez qu'on a des variations interopérateurs qui peuvent aller de 5 à 10%, donc on rentre dans la toxicité suite à ça. Et alors, encore pire, pour le strain, sur le même appareil. Je suis très exigeante, hein. Et donc, un peu de sémantique, on parlera de dysfonction VG réversible, partiellement réversible, irréversible, en fonction du pourcentage de récupération. À la limite, peu importe, j'insiste plutôt sur la partie du bas de la diapositive pour vous dire, et c'est particulièrement vrai pour les anti-HER2, que cette dysfonction VG, elle peut être asymptomatique comme au stade d'insuffisance cardiaque congestive. Et j'irai même un petit peu plus loin, le plus souvent, elle est asymptomatique et c'est grâce au dépistage systématique tous les 3 mois qu'on va le voir et que, là encore, je vais plus loin, c'est mon opinion, mais que vous pourrez introduire un traitement et donc éviter d'arriver à l'OAP réfractaire où c'est la catastrophe. Donc vraiment, tout le but de tout ça, tout ce qu'on vous dit avec Annabelle, c'est que ces patientes qui ne vous font pas peur au départ, elles sont à risque, il faut les suivre. Elles peuvent développer un problème asymptomatique et c'est justement à ce moment-ci, quand elles sont encore asymptomatiques, qu'on peut être le plus efficace. Donc, peut-on parler de cardiotoxicité? Très clairement, oui, il y a une baisse de la FEVG. Et à ce moment-là, quelle prise en charge proposez-vous? C'est assez simple, finalement, ça, en tant que cardiologue, on connaît, mais quand même, je vous le pose. C'est une toxicité sous trastuzumab. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des traitements? Vous arrêtez le trastu? Vous faites quoi? Il y avait des réponses, je n'avais pas vu, qui étaient arrivées après. IEC, et on continue le traitement. C'est une réponse tout à fait acceptable. Il y en a d'autres ici. Ah non, j'ai cliqué en même temps. IEC bêta-bloquant. Eh bien, écoutez, oui, vous avez raison. Je vous ai remis ici, donc c'est extrait, vous le voyez en haut à droite, le position paper qui, pour l'instant, en tant que cardiologue, on va dire, fait foi. Je vous dirai pourquoi pour l'instant, parce qu'après, il y a l'ESMO qui dit aussi d'autres choses. Donc, c'est l'ère de la prévention secondaire. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le traitement préventif, c'est encore un peu compliqué. Il faut être malin, en tout cas, c'est quand il y en a un qu'on le laisse ou qu'on le modifie, mais on n'introduit pas systématiquement. En revanche, c'est un peu comme tous nos patients, donc c'est d'actualité avec les recos de 2022 de l'insuffisance cardiaque. Quand un patient il a moins de 50% d'FEVG, donc c'est maintenant c'est plus le mid-range, peu importe, mais c'est modérément altéré, on a le droit en cardio classique et en cardio-onco, on devrait mettre des IEC et des bêta-bloquants. Et effectivement, quand il y a la FEVG qui est touchée, c'est les deux, IEC et bêta-bloquants. Et j'ajouterai à ça, vite fait, bien fait, hashtag cardio-onco. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Cette diapo un peu chargée, mais pour vous dire qu'en gros, cette vieille étude qui n'est pas toute récente de 2010, mais qui disait que dans la toxicité sous chimiothérapie, il y a 45% de non-répondeurs. Et bien, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est toujours pareil, c'est que c'est des vieilles études. On attendait les symptômes pour traiter et effectivement, c'est juste parce qu'on arrivait trop tard. Et cette petite courbe ici, regardez, c'est le pourcentage de répondeurs en fonction du moment où on introduit le traitement. Et alors ça, je trouve ça criant de vérité. Regardez, après 6 mois, il n'y a plus personne qui répond. Donc simplement, peut-être qu'effectivement, on disait que la CM2 aux anthracyclines, on ne pouvait rien faire parce qu'on la découvrait 10 ans après et que bien sûr, les dégâts étaient largement installés et qu'on ne pouvait plus les faire régresser. Alors que si on fait un suivi très précoce avec un dépistage systématique, rappelez-vous de la courbe de la catastrophe, on essaye de voir très tôt l'atteinte cardiaque, et bien regardez, dans les 2 premiers mois, il y en a quand même 64% qui répondent. Ça, c'est des patients qui recevaient aussi des anthracyclines. C'est encore plus vrai sous anti-HER2 parce qu'Annabelle vous l'a dit, c'est un effet suspensif. Donc, si on traite très tôt, on peut avoir des résultats très tôt. Et donc, j'insiste encore, 3e message, il faut une détection précoce et je dirais même systématique de la toxicité myocardique avant même la baisse de la FEVG pour avoir la meilleure réponse possible. Et donc, faut-il arrêter le trastuzumab? Vous avez répondu. La réponse, je vais vous dire, c'est non. Mais je voulais vous présenter rapidement l'arbre de ce que l'on fait en pratique. Je vais passer un petit peu vite parce que on est quand même un peu limité par le temps, mais vous retrouverez cet arbre sur gmedico.fr. En pratique, c'est ça. Vous avez une dysfonction systolique VG, de manière générale, anthracycline ou trastuzumab ou thérapie ciblée. Là, on est dans ce cadre ici. On est là. Elle est asymptomatique, la patiente.
Donc, quand elle est asymptomatique, évidemment, il faut qu'elle soit vue par le cardiologue, mais il y a une vraie dysfonction VG. Donc, quoi qu'il arrive, on introduit IEC bêta-bloquant. Et la réponse sur ce que l'on doit faire ensuite, ça va dépendre du chiffre de FEVG. Ici, elle avait 49%. Mais si jamais c'était, on va dire, une altération catastrophique, on est un peu plus exigeant en cardio-onco. On n'attend pas les 30 de sévère. On dit à moins de 40%. Donc, on est encore raccord avec les nouvelles recours. À moins de 40%, là, par contre, c'est quand même, ça ne va pas. C'est vraiment une altération importante. On interrompt le traitement anticancéreux, quel qu'il soit, type 1, type 2, Trastu, anthracycline. Et on discutera à la reprise que si la FEVG s'améliore, c'est-à-dire qu'elle est réversible ou partiellement réversible. Donc ici, ce n'était pas ça. Elle avait ici plus de 40%, elle avait 49%. Donc là, on vous disait, est-ce que c'est une thérapie ciblée? Oui, trastuzumab, c'est une thérapie ciblée. Et donc à ce moment-là, FEVG supérieur à 40%, patient asymptomatique, on introduit IEC bêta-bloquant et on a le droit de poursuivre le trastuzumab sous couvert du traitement cardioprotecteur. Pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction? C'est toujours pareil, c'est par rapport à cet effet suspensif. Vous voyez, si jamais c'est thérapie ciblée, non, on serait passé à interruption du traitement anticancéreux parce que les anthracyclines, il n'y aurait pas cet effet suspensif et entre guillemets, il faut laisser récupérer le cœur avant de lui retaper un coup sur la tête. Donc là, une thérapie ciblée, tant que ce n'est pas la cata, on sait qu'on peut maîtriser les choses en mettant un traitement et si ça se dégrade, éventuellement on l'arrêtera et on a de grandes chances que ça récupère. Donc ici, dysfonction VG asymptomatique, FEVG plus de 40%. J'introduis IEC bêta-bloquant parce que j'ai une vraie dysfonction VG, mais je poursuis le traitement. Tout ceci est bien différent du cas, et j'insiste là-dessus, où le patient est symptomatique, insuffisance cardiaque clinique. À ce moment-là, quoi qu'il arrive, on interrompt le traitement anticancéreux parce qu'évidemment, on a peur de la catastrophe. Donc pareil, on met IEC bêta-bloquant, mais on interrompt le traitement anticancéreux si symptômes. On le surveille de près et si tout récupère, on peut malgré tout penser à la réintroduction. Il y a une phrase en cardio-onco que vous allez sortir tout le temps, c'est en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Et donc, c'est là où je vous dis que c'est transversal et qu'il faut discuter avec les oncologues parce que ça va être très différent. Par exemple, dans un cancer du sein, le trastuzumab qui est donné en 18 injections après la chimio, après la chirurgie, c'est ce qu'on appelle un traitement de maintenance. Ça veut dire qu'il est là pour aller, excusez-moi l'expression, mais dérouiller les dernières cellules qui auraient résisté à la chimiothérapie. C'est très différent d'un patient qui serait en situation métastatique et où le traitement anti-HER2 est le seul traitement qui permet de stabiliser la tumeur et donc de l'empêcher de mourir. Donc, c'est pour ça que c'est important de discuter avec l'oncologue et que c'est en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Si jamais c'est important pour le pronostic oncologique, et bien, au pire, ce que je vais vous dire, c'est que si jamais vous arrêtez le traitement anticancéreux, malheureusement, le patient va mourir de son cancer. Ça, c'est une certitude. En revanche, si on poursuit le traitement anticancéreux, c'est volontiers provocateur, mais au pire, il a une cardiopathie, on sait quand même gérer. Donc, on peut essayer au moins de lui donner cette chance de poursuivre un traitement qui va le sauver de son cancer. Voilà. Et si jamais, bien sûr, les symptômes persistent, retenez cette phrase de toute manière, symptômes égale suspension du traitement. Donc, ce que je répète encore une fois, vous savez, c'est les mots de position paper, c'est qu'il faut toujours suspendre le traitement si symptômes, mais ne contre-indiquez pas définitivement trop vite le traitement parce que ce qui est certain, c'est que ce traitement pour son cancer, ce sera un bénéfice vital. Première cause de décès par cancer chez la femme, le cancer du sein. Alors que bon, une dysfonction VG à 49%, ça va, on sait gérer, on peut faire quelque chose. Donc, il est important d'avoir des discussions avec les oncologues et de ne plus donner juste une FEVG à 49%. L'onco, il reçoit ça, il sait que ce n'est pas normal, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et lui, par contre, il va arrêter le traitement s'il n'a pas de conseil facilitateur du cardio-oncologue. Et ça peut être préjudiciable pour le pronostic du cancer. Donc, faut-il arrêter le trastu? Non, parce que la patiente était asymptomatique et une FEVG à plus de 40%. Scénario numéro 2, je change. À la réévaluation, ce n'est pas une baisse de la FEVG, mais finalement, c'est un strain qui est abaissé de 16% par rapport à la valeur de référence. C'est-à-dire pas 16 points en valeur absolue, mais 16% par rapport à la valeur pré-traitement que vous avez très professionnellement fait en pré-thérapeutique. Donc, peut-on parler de cardiotoxicité? Allez, je ne vous laisse pas répondre, je réponds à votre place par rapport au temps. Oui, évidemment. Voici, donc je vous remets, c'était les 3 types de toxicité qu'on retrouve dans le position paper de l'ESC. La baisse de la FEVG à gauche, au milieu, l'élévation de la troponine, c'est ce dont Annabelle vous a parlé. On peut considérer une cardioprotection par IEC.
Et le dernier point, c'est la baisse du strain, donc de 15% en valeur relative, hein, j'insiste, ce n'est pas 15 points. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, alors oui, on parle de toxicité infraclinique, je vous l'ai dit, infraclinique, hein, rappelez-vous de la courbe de la catastrophe, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut juste dire qu'on est très précoce dans la toxicité. Et donc, quelle prise en charge on propose? Eh bien, là, c'est décevant. En 2016, voilà ce qu'on nous disait, pas assez de preuves pour guider une cardioprotection. Donc, je vous bassine avec le strain, je vous dis qu'il faut le faire, mais au final, on n'a pas le droit de faire quelque chose avec ça. Donc, c'est un petit peu décevant. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'il y a des news depuis 2016? Parce que quand même, ces guidelines, ce position paper, ils datent maintenant. 2016, je vous dis, en cardio-onco, c'est très, très vieux. Eh bien, je vais vous parler de ce papier qui est sorti en janvier 2021. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est l'étude SUCOUR. L'étude SUCOUR, c'est un peu comme PRADA 2, on l'attendait comme le Messie. Ça consistait à étudier la prise en charge de ces patients qui recevaient anthracycline, trastuzumab, guidés par le strain ou guidés uniquement par la FEVG. Alors, regardez, je vais être un peu médisante. Voici normalement, la figure est censée toujours expliquer une étude. Hein. Voici la figure explicative. On va prendre les 45 prochaines minutes pour vous l'expliquer. Non, je rigole. Je vais essayer de vous l'expliquer par le texte parce que je trouvais ça un petit peu difficile à lire. Donc, voici la conclusion. Je vous rappelle, ils étudiaient la baisse de la FEVG au terme du traitement. Si on suit les patients par le strain, et si le strain s'altérait, on mettait un traitement cardioprotecteur, ou si on ne regardait que la FEVG, c'est-à-dire qu'on ne faisait rien en fonction du strain. Alors, ça commence comme ça, la conclusion. Je ne vais pas vous faire l'affront de le faire en anglais, mais on vous disait, bien que le changement de la FEVG n'est pas différent entre les deux bras, pas du tout, donc c'est quand même l'objectif de ce papier, et bien on vous disait, quand les patients étaient suivis grâce au strain, eh bien, il y avait une diminution moindre de la FEVG à 1 an. De plus, les patients qui étaient suivis grâce au strain avaient une diminution, alors suivez-moi, c'est difficile, une baisse de la FEVG par rapport à la normale moins importante. Et donc, cette étude conclut, et vous allez voir, je la critique, mais pourtant, moi, j'adore le strain et je pense qu'il faut le faire, mais qu'il faut utiliser le strain pour la surveillance de la cardiotoxicité. Et là, la catastrophe dans la littérature scientifique, mais comment est-ce possible que le JAC propose une étude qui conclut à il faut faire alors que l'objectif n'est pas atteint? Et donc, évidemment, il y a eu un éditorial, notamment de M. Mosley, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un cardio-oncologue très actif des États-Unis. Et en gros, si je réétudie un petit peu tout ça, le critère principal de jugement, il est négatif parce que c'était la baisse de la FEVG, moins 3 dans le groupe suivi FEVG et moins 2,7 dans le groupe suivi strain. Donc, en fait, pas de différence de FEVG à 1 an. Et dans les critères secondaires, ils avaient mis la différence, c'est dur à comprendre, mais dans la proportion de patients qui ont des FEVG moins 50% dans les deux groupes. Il n'y avait pas de différence. Un peu plus gros encore, il n'y avait pas de différence sur le strain à 1 an. Bon, un peu décevant. Et évidemment, par contre, dans le groupe suivi par le strain, il y avait plus de patients traités par bêta-bloquants et IEC. Et moi, ce qui m'embête plus dans cette étude, je la casse entre guillemets un petit peu, mais pour dire qu'on n'a pas de haut niveau de preuve pour ce strain, on n'a finalement pas bougé de 2016. Mais le gros problème, il est là. C'est qu'il y a des arrêts de chimio dans le groupe suivi par strain, plus dans le groupe suivi par strain que dans le groupe suivi par FEVG. Donc ça, vous avez compris, c'est la mauvaise chose à faire. Le strain, c'est tout en bas dans la courbe de la catastrophe. Ce n'est pas le stade où il faut arrêter le traitement en cause, mais c'est le stade où il faut agir. Donc, en gros, pour l'instant, il n'y a pas plus de preuves pour l'utilisation du strain pour guider l'introduction des IEC et des bêta-bloquants. Mais il est très clair que néanmoins, quand le strain s'altère et à moins de 15% de la valeur de base, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose. Et donc, moi, je vous engagerai à intensifier la surveillance sans arrêter, ça c'est très important, le traitement anticancéreux. La troponine, le strain, c'est des marqueurs de toxicité infracliniques. On n'interrompt pas le traitement, mais on fait quelque chose. Donc, la tropo, on a le droit de mettre des IEC. Et selon les recommandations d'oncologie, ce n'est pas la cardio, mais c'est l'oncologie européenne, l'ESMO, eux, ils ont tranché. Donc, je vous rappelle, c'est 2020, donc c'est plus précoce que les 2016 de l'ESC. Ils disent, si le strain s'altère, on a le droit de mettre IEC, plus ou moins bêta-bloquant. Donc, en vérité, vous voyez votre patient, il y a le strain qui baisse. Il faut d'abord vérifier que ce n'est pas en lien avec des conditions
de réalisation de l'examen. Par exemple, un patient qui a une poussée hypertensive, son strain, il chute. Donc, attention à ça. Et si jamais il y a une vraie chute, et bien là aussi, soyons malins. Si jamais il y a un traitement antihypertenseur, à ce moment-là, on met des IEC, des bêta-bloquants. Si jamais c'est un patient qui a une tension qui a tendance à être un petit peu haute, ben moi, très volontiers, j'introduis au moins une petite dose d'IEC. Si c'est des patients, au contraire, qui ont des tensions faibles, qui sont un peu dans les chaussettes, où je suis un peu coincée, et bien simplement, ce patient, au lieu de le revoir à 3 mois, je vais le revoir un petit peu avant pour voir si je ne rentre pas dans les critères de toxicité clinique avec une baisse de la FEVG, où là, il faudra vraiment faire quelque chose. Donc, mon message, c'est le strain, faible niveau de preuve pour savoir ce qu'on doit faire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, bien au contraire, parce que ça me semble être un très bon paramètre pour suivre ces patients et dépister qu'il se passe quelque chose. Et dernière chose, j'anticipe une question peut-être de la fin, mais souvent on me dit oui, mais le strain, c'est quand même assez variable. Franchement, entre 2 strains, ça bouge. Oui, c'est vrai. Et ça peut bouger aussi en fonction du logiciel. Mais 15% en valeur relative, en fait, c'est énorme. Donc, même si vous avez des variations, vous n'atteindrez jamais ces 15%-là. Quand vous les atteignez, c'est que vraiment, il se passe quelque chose. Voilà, et donc finalement, encore une consultation parce que cette patiente, elle va être mise sous hormonothérapie. Et puis, voilà, Annabelle et moi, on s'échange les patients. Et donc, c'est Annabelle qui voit pour la dernière fois cette patiente. Et donc, la fin du cas clinique. Je te laisse la parole, Annabelle. Donc, un mot bref sur l'hormonothérapie. Le protocole se termine par une hormonothérapie par anti-aromatase. Comment la suivre? C'est aussi les questions qu'on se pose à la chimiothérapie a été réalisée, les thérapies ciblées, la radiothérapie. Et là, on arrive à l'hormonothérapie. Et c'est souvent un peu là où les patients sont perdus de vue. Alors, il y a 2 types d'hormonothérapie, les anti-œstrogènes, auxquels s'opposent les anti-aromatases. Un mot très bref, les anti-œstrogènes, c'est tamoxifène, le fulvestrant, Faslodex. Vous avez peut-être déjà rencontré ces noms de molécules. Ce sont des modulateurs spécifiques des récepteurs aux œstrogènes, les SERM. C'est un effet œstradiol-like et c'est des antagonistes compétitifs aux œstrogènes. C'est classiquement les femmes avant la ménopause qui sont sous tamoxifène. Auxquels s'opposent des anti-aromatases, donc c'est les anastrozole, létrozole, exebextane, peut-être aussi avez-vous déjà vu des ordonnances avec ces molécules qui inhibent la transformation des androgènes en œstrogènes, augmentent la testostérone et cette fois-ci diminuent l'œstradiol. Ce sont les femmes après la ménopause. Quels sont les risques? C'est ça vraiment le fond de la question. Donc, le tamoxifène, c'est largement connu, c'est un risque thromboembolique veineux, mais finalement, ce risque, il est assez faible, inférieur à 1%, et ça n'entraîne pas de prophylaxie systématique lors de chirurgie ou d'immobilisation. En revanche, il faut se discuter la suspension lors des situations à risque. Est-ce qu'on n'arrêterait pas l'hormonothérapie quand il y a une chirurgie majeure ou une immobilisation prolongée? Les anti-aromatases, un mot également sur le risque d'infarctus du myocarde et le risque ischémique qui avait été mis en lumière sur une étude qui avait comparé les anti-aromatases au tamoxifène. Et en fait, le tamoxifène sortait avec moins de risque ischémique, mais en fait, il s'agit surtout d'un effet protecteur ischémique du tamoxifène avec l'effet œstradiol-like. Et quand on avait comparé les anti-aromatases au placebo, il n'y avait pas de surrisque. Donc, sur cet élément-là, on est plutôt rassuré. Sur les anti-aromatases, c'est comme toute hormonothérapie, mais spécifiquement sur celle-là, qu'il faut faire attention au risque d'hypertension artérielle. Alors, ça en vient très rapidement en 2 diapositives. Avant le traitement, il faut s'évertuer à optimiser le traitement. C'est vraiment le mot-clé qui a répété plusieurs fois Jennifer et que je répète, c'est le hashtag cardio-onco, si j'ai bien compris. Optimisation des facteurs de risque cardiovasculaire avec les critères A, B, C, D, E. Donc, A comme attention aux signes et symptômes cardiovasculaires, B comme blood pressure, objectif de tension artérielle inférieur à 14,9. Donc, bien évidemment, tous ces facteurs de risque, je ne vais pas les citer, dyslipidémie, sevrage tabagique, faites attention au syndrome métabolique, dosage de l'HbA1c si diabète, les règles hygiéno-diététiques. Et ça, c'est un élément, l'exercice, on est quand même très sensible. C'est aussi l'activité physique qui est à la fois un facteur protecteur de cardiologique. La réadaptation cardiovasculaire est bien ancrée dans la pratique de la cardiologie, mais également va traiter aussi et prévenir le cancer. Et pour l'hormonothérapie, c'est une des pierres angulaires de la prévention.
pendant le traitement, alors pareil, tous les 6 mois, faire ce calendrier chez ces patientes, de les revoir tous les 6 mois pour notamment doser le syndrome métabolique, chercher un syndrome métabolique, un bilan lipidique et une glycémie à jeun. Et ce test d'ischémie, finalement discutable pour les anti-aromatas, ça avait été évoqué, mais finalement, il n'y a pas plus de risque ischémique démontré, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc la référence, c'est G-Medico. Vraiment, avec Yara, c'est comme ça qu'on a aussi découvert et on s'est familiarisé avec la cardio-oncologie. Plein de fiches didactiques qui sont très bien faites. Et finalement, le plus simple, quand c'est le plus simple, c'est comme ça qu'on comprend. Donc c'est très bien fait. Donc allez-y, gmedico.fr. Et donc là, j'ai largement fait un copier-coller de G-Medico, donc les A, B, C, D, E qui sont décrites et que je vous ai déjà expliqué. En conclusion, le cancer du sein, ce sont des traitements à risque. C'est vraiment le modèle expérimental de la cardiotoxicité avec d'une part les anthracyclines, puis les thérapies ciblées avec l'anti-HER2, puis la radiothérapie, puis l'hormonothérapie. Donc à chaque étape, il peut y avoir une toxicité. Et même si c'est des patients jeunes, et c'est dramatique, mais parfois des patients de 30-35 ans qui sont apparemment à faible risque cardiovasculaire, il y a un grand enjeu. Finalement, le pronostic du cancer, Jennifer vous l'a dit, c'est 87% de survie. Donc là, l'enjeu, c'est à partir de 35 ans et jusque-là, c'est de s'évertuer à les protéger sur le risque cardiovasculaire avec les facteurs de risque et à optimiser le traitement avant. Il faut connaître le rythme de suivi et là, c'est effectivement parfois un peu compliqué dans le rythme et la périodicité, c'est assez fréquent, mais il faut réussir à trouver le temps pour ces patientes. Il faut l'organiser, il faut donner les rendez-vous parce qu'il y a des perdus du, les hormonothérapies, elle voyait l'oncologue à l'initiation à 1 an et puis à 5 ans presque. Donc, l'idée, c'est de les revoir très fréquemment donc dans cette surveillance au long cours. Et je passe la parole, mais on partage le même écran. Donc voilà, je te laisse la parole pour la dernière diapositive, Jennifer. Bon, dernière diapo, pour vous dire, vous répétez ça, mais vous l'avez dit, la répétition est la clé de la compréhension. Le cancer du sein, c'est une surveillance rythmée. Regardez en une photo, c'est visible. Vous avez une patiente qui va recevoir des anthracyclines, le fameux FEC, maintenant, ça n'aura plus de secret pour vous. Le E, c'est épirubicine, donc c'est des anthracyclines. Il y a en général 3 cycles, tous les 3 semaines. Vous verrez ces patientes en pré-thérapeutique. Donc, vous savez maintenant pourquoi et ce qu'elles vont recevoir ensuite. Pendant les cycles, c'est la troponine qui va permettre de dépister une toxicité à l'échelle cellulaire et donc le petit signal d'alarme. Vous ne les voyez pas en échographie pendant les cycles d'anthracycline. En revanche, trastuzumab qui va suivre, peut-être qu'il y a eu l'opération entre-temps, il faudra revoir la patiente entre-temps, refaire l'écho complète. Vous la voyez ensuite tous les 3 mois pendant ces 18 injections. Et ensuite, l'hormonothérapie pendant 5 ans. Et maintenant, c'est en train de passer dans certains cas à 7 ans, où vous allez voir ces patientes au moins tous les 6 mois, voire tous les ans. Et chez celles qui ont reçu une radiothérapie sur le sein gauche, risque de coronaropathie, on fait un test d'ischémie à 5 ans. Donc, vous voyez, cette patiente, celle-ci, elle avait de l'hypertension, peut-être que vous l'auriez quand même vu tous les ans, mais même une patiente qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, elle va se présenter de nombreuses fois au cours de son traitement à votre consultation. Voilà, on va laisser Madame S tranquille. Je laisse passer la diapo suivante, Annabelle. Et du coup, on vous a mis nos différentes adresses email ici, d'Annabelle, le mien et celui du centre de cardio-onco. Pourquoi ? Parce que c'est toujours sympa d'avoir votre retour. Et si vous avez des opinions différentes, encore une fois, il n'y a pas de guidelines de haut niveau de preuve, donc c'est intéressant d'en discuter. Et maintenant, si vous avez des questions, on est là pour vous écouter. Un grand merci à vous deux, c'était parfait, c'était interactif, intéressant, et vous arrivez à simplifier un sujet qui paraît parfois très difficile quand on ne connaît pas bien la cardio-oncologie. Alors, je vous laisse poser vos questions sur le chat ou les questions-réponses, et on va essayer de les relayer, Clément et moi, pour vous. J'en ai déjà vu une, Jennifer, je crois que tu avais répondu, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, quelqu'un te demandait quel IEC mettre en cardioprotection, parce que les études ont été faites avec l'enalapril, mais est-ce qu'on peut en mettre d'autres ? C'est ça, oui, effectivement, les études ne sont pas nombreuses et ne sont pas forcément toutes de cardiologues. Donc, c'est l'enalapril qui a eu le plus d'études, mais on est d'accord que c'est plutôt un effet classe. Et par exemple, moi, personnellement,
J'utilise plus volontiers le Ramipril parce que je trouve ça plus facile d'emploi et notamment chez ces patients-là, comme je vous disais, qui parfois sont un peu fatigués, ont perdu du poids et ont une petite tension. Donc, ça me permet d'introduire de petites doses, par exemple 1,25 mg de Ramipril. Et c'est très différent des cardiopathies ischémiques. Avec 1,25 de Ramipril, vous avez déjà un effet cardioprotecteur et vous n'atteindrez jamais les 10 mg de la dose cible de nos cardiopathies. Donc, c'est pour cette raison que je prends celui-ci. Prenez l'IEC avec lequel vous avez l'habitude et n'y allez pas forcément avec les doses cibles d'emblée. Des petites doses suffisent. Moi, j'avais peut-être une question assez pratique sur la troponine. Qui en pratique voit les troponines chez vous? Est-ce que c'est les cardiologues? Est-ce que c'est les oncologues? À quel seuil on s'inquiète? À Saint-Joseph, la troponine, c'est les oncologues qui la prescrivent. Nous, en fait, on est appelé aussi pour les troponines qui changent de la troponine de référence. Et puis, bien sûr, aussi, lors des consultations de cardio-oncologie, où on a généré l'ordonnance de biologie de troponine, on a également la troponine. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, et c'est pour ça que c'est intéressant que cette question, et Jennifer, dans ton centre qui est très sensible à la cardio-oncologie, et c'est depuis 2015 que vous travaillez dessus, j'imagine que c'est beaucoup plus… Alors, oui, hein, mais ça a été difficile. Hein, c'est une très bonne question, Clément, parce que c'est vrai que la troponine, soit effectivement, comme Annabelle, on a généré des ordos classiques, systématiques, et on les donne en pré-thérapeutique, et du coup, c'est fait. Soit si on n'a pas vu le patient nous-mêmes en pré-thérapeutique, les patients, on ne les voit pas, donc la tropo, elle n'est pas prescrite. Et donc, nous, on a été malin, on va dire, on a essayé. C'est que c'est le CNCH, donc à l'hôpital, ça se passe comme ça et c'est plus facile. On s'est passé du médecin. En fait, quand il n'y a pas la prescription, ça aide bien. Et il y a une chose très bien, c'est que dès qu'une chimiothérapie est administrée, dans tous les hôpitaux, ça passe toujours pareil par la pharmacie. Et il y a une checklist qui est éditée pour l'infirmière, parce que c'est quand même des produits à risque, que l'infirmière doit suivre pour administrer son traitement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait mettre la troponine en fin de traitement dans la checklist pour l'infirmière. La troponine est piquée sur la ligne du porte-à-4, donc la patiente n'a pas de piqûre supplémentaire. Et c'est piqué avant qu'elle soit ce qu'on appelle dégrippée, hein, qu'on enlève l'aiguille du porte-à-4, donc après 2 heures de surveillance. Et en fait, en faisant comme ça, il y a une troponine qui est générée chez absolument tout le monde. Peut-être que c'est trop, mais en tout cas, après chaque anthracycline. Et la fois d'après, l'interne d'oncologie, donc le cardiologue n'a toujours pas été sollicité à ce moment-là, avant de valider l'anthracycline suivante, doit regarder la troponine. Ce qui veut dire que les troponines ne sont pas vues le soir même. C'est pas grave, c'est pas des tropos de SCA de patients qui ont des douleurs. C'est des tropos de marqueurs d'alerte. Donc, c'est jamais une urgence. Donc, en fait, en faisant comme ça, on a fait des petits compromis et en systématisant la chose, je crois que c'est la clé, soit grâce à l'ordonnance comme Annabelle, soit comme nous, de manière systématique et avec la checklist pour l'infirmière. Au moins, c'est fait et ça nous permet d'avoir des troponines à étudier quand on voit les patients. Une autre question qui est arrivée sur le chat à propos des patients porteurs de stent ou de pacemaker ou de valvulopathe, est-ce qu'il y a des consignes particulières? Alors, je réponds à l'email. Alors, pour les porteurs de stent, pas vraiment. C'est-à-dire que, en fait, de manière générale, on va considérer que ce sont des patients qui sont plus à risque de toxicité parce qu'ils sont en prévention secondaire, donc à risque cardiaque global, donc à risque de toxicité de leur traitement du cancer. Et alors, pour les anthracyclines et trastuzumab, ça s'applique un petit peu moins. Mais par exemple, si vous parlez des stents, peut-être que vous pensez au spasme sous 5-FU ou des anti-angiogéniques. De manière générale, quand il y a un risque coronaire avec une thérapeutique en oncologie, ce n'est pas une contre-indication, mais vous allez voir, on se répète, le mot-clé, c'est il faut optimiser le patient avant de commencer le traitement potentiellement cardiotoxique. C'est-à-dire, j'ai un patient coronarien qui doit recevoir du 5-FU, risque de spasme coronaire sous 5-FU, ce n'est pas une contre-indication parce qu'il y a des stents, mais en revanche, il faut s'assurer que sa coronaropathie est stable avant le traitement. Donc, comme vous le feriez pour un patient classique, faire un test d'ischémie par exemple, optimiser son traitement, statine, cardégique, s'assurer qu'il est bien traité et vous pouvez démarrer. Pour ce qui est du pacemaker, c'est simplement pour la radiothérapie du côté du pacemaker et ça peut arriver, ça par contre dans le cancer du sein et il nous est arrivé de devoir déplacer le pacemaker, c'est-à-dire le changer de côté parce que ça limitait le traitement par radiothérapie. Donc ça, c'est à discuter avec l'oncologue parce que ça dépend de la position de la tumeur. Et pour les valvulopathies, rien de particulier.
à part les valvulopathies radiques, après les rayons sur le sein gauche, mais c'est très à distance, 5-10 ans. En tout cas, quand on a une valvulopathie préexistante, c'est toujours pareil. Si la patiente est équilibrée et n'a pas d'insuffisance cardiaque, ça ne justifie pas une contre-indication au traitement. On a une autre question du chat. Quand on est amené à interrompre le traitement chimio pour cause de fraction d'éjection inférieure à 40%, qu'est-ce que vous préconisez comme suivi de rythme et fréquence des contrôles échos après? Quand la fraction d'éjection, quand il y a une dysfonction VG avérée et qu'on doit suspendre le traitement, il faut du coup, l'enjeu c'est de le reprendre vite en fait. L'enjeu c'est de le reprendre vite. Donc pour le reprendre vite, il faut faire une échographie rapidement de réévaluation. Alors le délai, c'est variable, je dirais 15 jours à 3 semaines. Je pense que on introduit très rapidement le traitement cardioprotecteur et puis il faut faire une réévaluation rapide sur la séquence exacte de la temporalité, voilà, 15 jours, 3 semaines au maximum. Et l'enjeu, c'est d'être toujours le facilitateur du traitement, de jamais contre-indiquer un traitement qui a un bénéfice vital et de jamais le suspendre trop longtemps. Super. Une autre question sur les bêta-bloquants. Quels bêta-bloquants? Uniquement ceux qui ont l'AMM dans l'insuffisance cardiaque? Faire un ping-pong, Annabelle, on fait un de chacun. Les bêta-bloquants, à vrai dire, si c'est une dysfonction VG, oui, plutôt. Après, sinon, par exemple, si jamais c'est sur une dysfonction VG, il vaut mieux ceux de l'insuffisance cardiaque. J'aime bien aussi le bisoprolol pour les mêmes raisons d'introduction de petites doses. Avec un biso à 25, on se sent plus à l'aise par rapport à l'effet hypotenseur. Et après, plus largement, par exemple, si vous voulez introduire un bêta-bloquant dans de l'hypertension sous anti-angiogénique, il y en a un qui se distingue un petit peu, c'est le nebivolol, parce qu'il a un effet direct sur la NO-synthase, donc là où est l'action de l'hypertension sous anti-angiogénique. Donc celui-ci est intéressant particulièrement pour l'hypertension sous anti-angiogénique. Sinon, de manière générale, plutôt bêta-bloquant d'insuffisance cardiaque pour les petites doses. Est-ce que vous avez des données un peu sur les deux grandes stars là, de la cardiologie, l'Entresto et puis les inhibiteurs du SGLT2? Juste sur le chat, après, celle-là, je te la laisserai, Jennifer. Je l'avais juste sur le chat, c'était sur l'ibrutinib, l'AFA et les anticoagulants. Et après, je te laisserai répondre sur l'Entresto. L'ibrutinib et l'AFA, c'est quelque chose que vous avez pas mal insisté sur le deal cardio-oncologique qu'on vous recommande, qu'on a fait avec Yara et Clément et qui est vraiment super. L'ibrutinib est un traitement dans les hémopathies malignes et il est très pourvoyeur de fibrillation auriculaire. C'est pour ça qu'il faut s'évertuer à, si le patient est symptomatique de palpitation, de faire un Holter ECG facile, d'avoir des électrocardiogrammes qui sont faits de manière régulière. Et concernant les antiarythmiques et les anticoagulants, donc je vais regrouper en une les deux questions du chat. C'est très important de se dire que les traitements anticancéreux de manière générale partagent les mêmes cytochromes que certains anticoagulants et que certains antiarythmiques, notamment la cordarone est un exemple. La cordarone et l'ibrutinib est un très bon exemple. Et on a appris du coup que la cordarone est augmentée de près de 6 fois lors d'un traitement sous ibrutinib. Donc c'est très important de savoir les grandes interactions, notamment du coup, ils cherchaient plutôt à ralentir la fréquence cardiaque que de chercher à contrôler le rythme par des bêta-bloquants, plus par les antiarythmiques qui partagent les mêmes cytochromes. Et concernant les anticoagulants, c'est pareil, il faut se poser la question. Et puis la question aussi du risque hémorragique. Je laisse la parole à lui. Et pour reprendre l'autre question, donc Entresto, inhibiteur des SGLT2. Désolée, vous avez droit à mon fils qui est rentré entre-temps. Donc l'Entresto en cardio-onco, il n'y a pas trop d'études pour l'instant. En pratique, je dirais plutôt non. Pas que je ne crois pas en cette molécule, parce qu'évidemment qu'on croit en cette molécule, mais parce que souvent, c'est des patientes qui ont des dysfonctions asymptomatiques et qui ne sont pas en hypervolémie. Et que ce soit les inhibiteurs des SGLT2 ou l'Entresto, ça reste des diurétiques.
Et très souvent, vous avez vu, j'ai commencé de parler par IEC bêta-bloquant, mais à aucun moment, j'ai parlé de l'Azix. Donc, c'est pour cette raison que, en tout cas, dans la phase initiale de détection précoce de la toxicité, on ne met pas ces médicaments-là parce que la situation ne s'y adapte pas. Néanmoins, avec le dernier recours où maintenant on a une horizontalité des traitements, mais il faudra qu'on se repose la question. Il y a un PHRC, notamment de Stéphane Ederi à Paris, là-dessus, qui voulait être fait, qui malheureusement n'a pas pu être conduit. Donc, on n'a pas de réponse sur des études, on a des case reports, mais en tout cas, dans la pratique clinique, au départ, non. Une fois que la cardiopathie est installée, oui, comme les autres. Super. Une question sur les traitements cardioprotecteurs. Donc, en cas de diminution de la fraction d'éjection sous anti-HER2, est-ce qu'il y a une dose d'IEC bêta-bloquant ou le but, c'est de mettre des petites doses et de voir comment ça se passe et de surveiller à 3 semaines? Tu m'as pas entendu, Jennifer? Ah si, mais parce qu'il y avait Annabelle qui répondait. Alors, on ne t'entend pas. C'est Annabelle qu'on n'entend pas alors, désolée. Pardon, vous m'entendez? Oui. Oui, du coup, les traitements cardioprotecteurs, du coup, c'est commencer à petite dose et puis l'augmenter au fur et à mesure, mais vraiment le démarrer précocement, c'est la clé. Et puis, comme disait Jennifer, dès qu'on a un argument pour mettre un IEC, à savoir une tension artérielle limite, au-delà de l'insuffisance cardiaque, il ne faut pas hésiter à l'introduire. Les IEC, c'est vraiment la pierre angulaire du traitement préventif. On a vu Prada que ce n'était pas encore le traitement préventif avant, mais dès qu'on a un élément, il faut mettre en place et démarrer ce traitement et puis l'augmenter comme tout patient qui a une insuffisance cardiaque. Mais est-ce que c'est ça, hein, ce que vous verrez, c'est que vous n'arriverez pas à 10 mg et 10 mg, hein, ça c'est sûr. Je ne sais pas l'expliquer d'un point de vue physiopathologique, mais c'est simplement de l'expérience. Hein, on a discuté avec Annabelle, on est d'accord, c'est que souvent, c'est des petites doses qui vont suffire à inverser le processus. Donc, il n'y a pas de schéma classique, mais en tout cas, ne vous attendez pas à atteindre les 10 mg. Si vous y arrivez très bien, mais souvent, vous serez limité. Puis les patientes, elles se plaignent de fatigue, d'asthénie, d'hypotension. Déjà assez lourd la chimiothérapie, donc je partage totalement ce que tu dis, Jennifer, et parfois sous 1,25 de Ramipril, 1,25 de bisoprolol, c'est déjà compliqué en termes de tolérance et de compliance au traitement. Donc c'est pour ça, je ne sais pas ce que tu fais aussi, mais on les envoie beaucoup en réadaptation cardiovasculaire et on a une structure vraiment juste à côté et ça fait du bien à tous les niveaux, au niveau du moral, au niveau cardiologique, au niveau du cancer. Donc c'est quelque chose auquel on est très sensible à Saint-Joseph. On va peut-être juste finir pour un petit mot, Jennifer ou Annabelle, pour nous dire un petit peu si on veut en savoir un peu plus sur la cardio-onco. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est une bonne question, Clément. Il y a plein de choses maintenant. Il y a plein de webinaires comme ça qui voient le jour et je trouve ça top parce que, vous l'avez compris avec Annabelle, on adore parler de nos spécialités et ça, c'est bien. Maintenant, sachez quand même que les jeunes sont formés parce que ça fait partie de la maquette des internes. Donc, ils ont un objectif de cardio-oncologie. Vous avez à disposition maintenant un DESU organisé donc, par deux facs de Paris et Marseille. Donc, chaque année, maintenant, ça fait la 3e ou 4e année, je ne sais plus, qui est organisé chaque année. Donc, n'hésitez pas à nous adresser des demandes si ça vous intéresse sur les mails que je vous ai fournis. Sinon, vous trouverez sur Internet DESU cardio-oncologie. On a un groupe de cardio-oncologie qui a été créé maintenant à la Société française de cardio, au même titre que le groupe de l'insuffisance cardiaque. Alors, on n'est pas beaucoup, on se sent un peu seul. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ça va consister en des réunions régulières. Ça se met en place. Ça a été créé dans l'année. Il y aura des newsletters. Et surtout, notre bébé qui va bientôt arriver, c'est le premier congrès national de cardio-oncologie. Et donc là, je suis très honorée parce que pour la première édition, ce sera à Marseille. Et puis bon, comme maintenant le présentiel revient, ce sera à Marseille, au beau jour. Donc, soyez assurés qu'on vous tiendra au courant et on serait ravis de vous accueillir à Marseille pour parler de la cardio-onco. Ce sera une journée et demie sous format présentiel. Donc, ça fera chaud au cœur de se retrouver sous le soleil de Marseille. Avec grand plaisir. Écoutez, je pense qu'il est venu l'heure de conclure, même si on aura encore des milliers de questions à vous poser. C'était tellement intéressant.
Un grand merci à toutes les deux, un grand merci à Clément, mon co-modérateur. Merci au CNCH et j'en profite pour vous rappeler que dès demain, vous pourrez revoir en replay sur le site du CNCH ce magnifique webinaire. Et n'oubliez pas le congrès du CNCH le 25 et le 26 novembre à Paris en présentiel. Venez nombreux. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Merci pour votre attention.